Salut, bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre description du mouvement. Aujourd'hui, nous allons parler de la trajectoire. Et commençons tout de suite par un toboggan au milieu des requins. Voici une image de parc d'attractions où un bienheureux est en train de s'amuser en montant un toboggan, donc il monte tout en haut de la tour, et puis ici il va descendre le long de ce toboggan, et donc il va occuper la position, on le voit au départ ici, il va suivre un chemin, comme ceci, qui va le faire partir de là et arriver jusque là. Eh bien ce chemin, c'est ce qu'on appelle sa trajectoire, c'est-à-dire la trajectoire, c'est l'ensemble des points par lesquels il va passer au cours du temps. Que remarque-t-on sur la forme de cette trajectoire? En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle une ligne droite. Eh bien, une trajectoire en ligne droite correspond à un mouvement rectiligne. Ici, attention, piège à con. Beaucoup d'élèves se trompent et parlent d'une trajectoire rectiligne ou d'un mouvement en ligne droite, donc à toi de ne pas tomber dans ce piège. Donc tu es prévenu, c'est une grosse source d'erreur. Alors, il n'y a pas que des mouvements qui sont rectilignes, avec des trajectoires en ligne droite. Et c'est ce que nous allons voir avec le point numéro 2. Cette fois, observons la fameuse grande roue du Jardin des Tuileries face au Palais du Louvre à Paris. Eh bien, ici, si tu as déjà eu la chance d'aller sur une grande roue, bah, tu sais que tu rentres dans une cabine comme ceci, et puis au fur et à mesure que la roue tourne sur elle-même, tu vas te déplacer, comme ceci, suivant le sens de cette flèche rouge. À ce moment, la trajectoire que tu vas suivre sera non plus un morceau de ligne droite, mais cette fois, ça sera un arc de cercle, et si tu fais un tour complet, tu obtiens un cercle complet. C'est pourquoi nous pouvons dire que la trajectoire est un arc de cercle, et que le mouvement qui va avec est un mouvement circulaire. Attention à ce vocabulaire, comme tout à l'heure, il y a de nombreuses erreurs commises par les élèves, des élèves qui parlent de trajectoire circulaire par exemple, ce qui est inexact. Une trajectoire, c'est un arc de cercle en l'occurrence, et c'est le mouvement qui est circulaire, donc attention à ne pas te tromper. Une petite remarque concernant la grande roue qu'on peut voir ici. Évidemment, cette grande roue est un disque, mais ce n'est pas l'impression que nous avons en regardant l'image. Donc l'explication est la suivante. On observe ce qu'on appelle une ellipse, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Prenons un disque que nous voyons suivant son axe perpendiculairement, et qui est inscrit dans un plan. Eh bien, si nous le voyons de côté, ce disque va paraître écrasé, et nous voyons la même chose que pour cette grande roue, à savoir ce qu'on appelle une ellipse. Comme ceci. Eh bien, en mathématiques, on montre que pour obtenir des cercles et des ellipses, on peut partir d'un cône, que voici, et puis on va couper ce cône. Alors si on le coupe en diagonale comme ceci, on obtient une ellipse, qui est ici en rose et ici en rouge. Et puis si le plan qui coupe est perpendiculaire, on obtient, comme ici à droite, un disque avec sa circonférence qui est un cercle. Voilà, ce point n'est pas à retenir, c'est juste pour le plaisir de te montrer pourquoi ce disque de la grande roue nous paraît écrasé quand on le voit de côté. Passons au point je cherche, quelle est la trajectoire d'un objet en mouvement? Et nous avons ici l'exemple de la trajectoire des coureurs dans un stade d'athlétisme. La première chose à comprendre, c'est comment est construit ce stade d'athlétisme, ou plus exactement cette piste. Eh bien, tu vois que la construction consiste à prendre un rectangle, comme ceci, et puis sur ce rectangle, à ajouter deux demi-cercles qui vont venir de part et d'autre. Donc, nous allons avoir des morceaux de ligne droite, et puis des arcs de cercle. Répondons aux questions posées dans ce petit exercice. Petit A, repère les départs et l'arrivée du 100 mètres et du 200 mètres. Eh bien, le départ du 100 mètres, le voici, il est ici, et l'arrivée du 100 mètres est ici. Ça veut donc dire que les coureurs qui parcourent la distance 100 mètres vont partir de cet endroit-là et vont se déplacer jusqu'à cet endroit-ci. Donc, nous pouvons dire que la trajectoire
d'un coureur de 100 mètres, c'est un morceau de ligne droite, comme ceci. Et le mouvement sera donc un mouvement rectiligne. Venons-en maintenant à la course du 200 mètres. Cette fois, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'un stade ne peut pas faire 200 mètres de long, et donc on est obligé d'utiliser des parties courbes dans la course. Donc nous avons une partie en ligne droite, mais aussi nous avons des parties en arc de cercle. Alors si nous regardons le départ, nous voyons que les départs sont décalés les uns par rapport aux autres, et nous allons expliquer pourquoi. Imaginons que tous les coureurs partent de cet endroit-ci sur la ligne noire. Eh bien, celui qui est dans le couloir numéro 8, couloir extérieur, il va devoir parcourir l'arc de cercle rouge ici. Et cet arc de cercle a un rayon qui est plus grand que par exemple le coureur de la ligne numéro 2 qui va suivre la trajectoire bleue. Il va avoir un cercle de rayon plus court, et donc l'arc de cercle sera plus court aussi. Donc s'ils partent tous sur la même ligne droite, plus on sera à l'extérieur et plus il faudra parcourir une distance grande. C'est pour ça que le coureur qui est dans le couloir numéro 8 va pouvoir partir un peu plus en avant, celui dans le couloir numéro 7 un peu plus en arrière que lui, dans le 6 encore en arrière et ainsi de suite, jusqu'au couloir numéro 1. Le but de tout cela, c'est que quand les coureurs arrivent au début de la ligne droite, dans la partie courbe, ils aient parcouru exactement la même distance. Puisque dans la course de 200 mètres, il n'est évidemment pas possible qu'un coureur parcourt 200 mètres alors qu'un autre fasse 210 mètres, par exemple. Il faut qu'ils puissent tous parcourir exactement 200 mètres. Et donc ceci explique le décalage qu'il y a. Au niveau de la trajectoire, nous avons donc un arc de cercle dans une première partie de la course, et puis quand nous arrivons ici, nous avons une deuxième partie de la trajectoire qui est cette fois une partie de ligne droite. Il y a donc, dans un premier temps, un mouvement circulaire, puis dans un deuxième temps, un mouvement rectiligne. Nous avons donc répondu à la question B, sachant que chaque coureur doit rester dans son couloir jusqu'à la ligne d'arrivée. Pourquoi les départs du 200 mètres ne sont-ils pas alignés comme ceux du 100 mètres? La réponse est donc de manière à ce que tout le monde puisse parcourir la même distance. Petit c, à ton avis, y a-t-il des couloirs meilleurs que d'autres au 100 mètres ou au 200 mètres? Pourquoi? Eh bien la réponse est que oui. Alors concernant le 100 mètres, il n'y a pas de grande différence puisque tout le monde court en ligne droite du début jusqu'à la fin. Néanmoins, on met généralement les coureurs qui ont le meilleur niveau, qui ont fait les meilleures performances qualificatives en milieu, c'est-à-dire souvent dans les couloirs 5 et 6. Pourquoi? Parce que c'est le même problème que pour la natation, quand on est au couloir numéro 1 ou bien au couloir numéro 8, on a du mal à voir l'ensemble de ses adversaires et savoir si on est en avance ou en retard. Quand on court au milieu, on en a autant de son côté gauche que de son côté droit, et donc ça permet de mieux contrôler la course. Mais pour le reste, c'est la même chose, sauf s'il y a éventuellement du vent qui vient latéralement. À ce moment-là, ceux qui sont bien au milieu sont plus protégés. Par contre, pour la course du 200 mètres, les couloirs ne sont pas équivalents. En effet, quand on court dans un arc de cercle, eh bien, on ne peut pas courir en restant bien droit par rapport au sol, parce que sinon, à cause de la force centrifuge, on est expulsé vers l'extérieur. Pour éviter cet effet, on est obligé de se pencher vers l'intérieur du virage. C'est exactement ce que font aussi les motards quand ils sont sur un circuit. On le voit très bien sur cette image, si le motard restait bien droit sur sa moto, il serait éjecté vers l'extérieur. Et donc il est obligé de se pencher. Eh bien c'est la même chose pour les coureurs. Et il est bien évident que essayer de courir très vite quand on est très penché, c'est beaucoup plus difficile que quand on est bien droit. Ça veut donc dire que les coureurs de la ligne numéro 1 courent beaucoup plus penchés parce qu'ils ont un rayon de courbure qui ici est plus petit, leur cercle est plus petit, ils doivent se pencher plus que ceux qui sont sur les lignes numéro 8. Alors on pourrait se dire, eh bien la meilleure ligne c'est donc la ligne numéro 8 puisque c'est celle où on est le plus droit. Et à ce niveau-là, c'est vrai. Mais malgré tout, quand on est à l'extérieur, sur la ligne 8, on a quand même quelques inconvénients. L'inconvénient essentiel, c'est que comme on part devant, tous ses adversaires sont derrière vous, et du coup, vous ne savez pas du tout où ils sont. Donc au contraire, quand on est dans la ligne 1, on voit tous ses adversaires, ce qui motive énormément pour les rattraper.
Donc, du point de vue de la stratégie et du placement, il vaut mieux être du côté intérieur que l'extérieur, puisqu'on voit bien ses adversaires. Mais par contre, du côté du confort pour courir, il vaut mieux être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Eh bien, une fois de plus, si l'on combine l'ensemble des avantages et des inconvénients, on arrive à la conclusion que c'est vers les couloirs du milieu, le couloir 4, le couloir 5, que la situation est un bon compromis entre un confort pour courir correctement et puis la possibilité de voir et de contrôler ses différents adversaires. C'est pour ça que les meilleurs coureurs, généralement, on les place dans ces lignes-là. Revenons maintenant à la course de fond. Une course de fond, c'est-à-dire une course, sur une très grande distance, par exemple 10 000 mètres ou parfois plus. Alors quand c'est plus, par exemple un marathon, on fait 42 kilomètres et 195 mètres, eh bien ça ne se fait pas sur un stade généralement. Mais 10 000 mètres, on peut le faire sur un stade et ça fait un grand nombre de tours à faire. Alors dans ce cas-là, on ne reste pas chacun dans son couloir. Hein, il faut savoir que sur le sprint, donc les distances très courtes, si on sort de son couloir, on est disqualifié. Par contre, pour les courses de fond, on a un départ décalé au début, et puis une fois qu'on est arrivé au bout de la ligne droite, il y a une cloche qui retentit et tous les coureurs ont droit de se placer où ils veulent. Si tu observes des courses ou si tu pratiques toi-même les courses de fond, eh bien tu sauras que le mieux c'est de se placer du côté intérieur. Pourquoi? Parce que on va faire un grand nombre de tours. Alors il est vrai qu'on est plus incliné, mais c'est moins grave parce que, dans les courses de fond on court pas trop vite. Mais par contre, au bout d'un certain nombre de tours, on parcourt une moins grande distance quand on est à l'intérieur que quand on reste tout le temps à l'extérieur. Si on reste à l'extérieur, on est obligé de parcourir une distance beaucoup plus importante chaque fois qu'on est dans la partie courbe. En conclusion, petit dé pour gagner la course de fond, il vaut mieux se placer dans un couloir intérieur proche du gazon que de rester dans le couloir extérieur. Petite E, pourquoi est-il difficile de dépasser dans un virage un concurrent qui se trouve dans le couloir le plus intérieur? Eh bien la raison est toujours la même, c'est ce qu'on voit ici. Si le coureur qu'on veut dépasser est dans le couloir qui fait la trajectoire bleue et que vous faites la trajectoire rouge, vous êtes obligé de parcourir une plus grande distance pour le dépasser. Donc c'est difficile de le dépasser. Vous perdez de l'énergie et en plus vous devez parcourir une distance beaucoup plus grande, donc vous devez aller beaucoup plus vite que lui. Tandis que si vous êtes dans la ligne droite, eh bien à partir du moment où vous allez un peu plus vite que lui, vous allez pouvoir le dépasser et ensuite vous rabattre devant lui afin de se retrouver ici. Donc le point qui est ici, à cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle le point de corde et c'est ce point-là que les coureurs vont viser pour attaquer le virage dans les meilleures conditions. Voilà, on va s'arrêter là pour cette, 2e partie et je te donne rendez-vous pour la partie 3 pour la fin du chapitre. À bientôt!